Salut à tous. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de 3 points d'observation que je faisais, qui me semblent assez problématiques en ce moment. Et aujourd'hui, on va regarder les conséquences de ces 3 points, parce que ça va être un peu compliqué dans les mois qui vont venir. Alors, j'ai prompté ça parce que je me souviens pas de tout, hein. J'ai presque 60 ans, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Alors, c'est notre point de départ, hein. Dans cette vidéo, on va faire la prospective. Les prévisions météo pour la fin d'été et l'automne 2026 sont catastrophiques. Franchement, la sécheresse va se prolonger jusqu'en septembre. À mon avis, moi, jusqu'en octobre. Les sols capteront probablement pas ou peu d'eau d'ici là. Ça veut dire des récoltes d'automne exsangues, complètement exsangues. Mais le vrai danger, c'est pas la météo. Le danger, c'est cette agonie agricole c'est quand cette agonie agricole rencontre des décisions politiques qui sont pas bonnes, qui sont réellement pas bonnes. On fait pas de politique sur cette chaîne, mais il faut y regarder quand même de près. Euh, et les tensions internationales, bien évidemment, parce que c'est ce qui conditionne toute notre préparation, tout ce qui va nous dire, nous diriger comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit préparer, qu'est-ce qu'on doit préparer en urgence, ou en priorité, en tout cas. Et il faut regarder ça de près. Moi, c'est ce que j'appelle la diagonale du choc. Hein. La diagonale du choc, pas en montant, mais plutôt en descendant. Alors, il y a, pour moi, 3 facteurs dans cette histoire-là. Alors, l'erreur stratégique, pour l'instant, pour moi, au départ, c'est l'abattage. L'État a ordonné l'abattage massif des troupeaux entiers pour stopper la dermatodonvulaire contagieuse, hein, maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Bref, il y a des gens qui se battent pour ça. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous l'avez vu, c'est la politique de la terre brûlée. Hein. Un animal dans un troupeau qui est malade, et on abat tout le troupeau. Le seul problème, c'est qu'en abattant tout le troupeau, on, on, on resserre encore une fois ce qui est important pour nous, dans le monde survivaliste, l'autonomie alimentaire. On resserre encore une fois les taux sur l'autonomie alimentaire. Et ça, franchement, c'est une erreur pour moi magistrale. Et le pire, c'est que, inévitablement, on doit importer de la viande en masse, ce qui ne coûte pas cher, c'est une évidence. Ensuite, il y a l'étranglement extérieur avec le détroit d'Ormuz. Alors, ce fameux détroit d'Ormuz, un coup il est ouvert, un coup il n'est pas ouvert. Moi, je vous le dis clairement, il n'est pas ouvert. Il y a juste à regarder les situations un petit peu des uns et des autres et écouter certains géopolitiques dans certaines chaînes. Et ils sont très clairs, le détroit ne va pas s'ouvrir demain matin, il n'est pas ouvert, il n'est pas encore ouvert, et il ne sera jamais ouvert, avant, à mon avis, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, il ne se passera rien au détroit d'Ormuz, ça va être sporadique, un bateau, 2 bateaux, mais c'est tout. Ça veut dire que tout ça met des tensions encore plus fortes sur l'approvisionnement dans les pays du monde, hein, c'est évident, que ce soit dans le pétrole, dans le gaz, dans les, les matériaux que les gens ont besoin pour faire des engrais et tout ça. C'est une catastrophe internationale, cette histoire. Dans la production des matériaux de base pour l'aluminium, c'est une catastrophe internationale parce que ça touche énormément de secteurs d'activité. Moi, je le vois, puisque vous le savez, je suis dans la production industrielle. Dans le secteur aéronautique, on n'a pas forcément des manques, mais on a des ralentissements qui sont assez flagrants. Lorsqu'il nous fallait, je sais pas moi, je vais dire une connerie, 15 jours pour approvisionner certains types d'aluminium, aujourd'hui, sur des aluminiums un peu techniques, il nous faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, et certains 6 mois, il y en a, c'est 1 an, pour certains profilés très techniques. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de relativement catastrophique, parce que tout ça entraîne des entreprises qui vont déjà pas bien, mais qui vont encore plus mal. Et puis, ben, inévitablement, un risque qui arrive, des entreprises qui sont en défaillance et qui arrêtent.
et les gens au chômage. C'est peut-être quelque chose qui va être encore plus compliqué dans cette histoire-là à la fin de l'année, vers la fin de l'année. Très honnêtement, en fait, je pense que l'inflation va être assez forte, et vraiment très forte même, à partir de septembre-octobre, et que nos déficits vont être catastrophiques, de chez catastrophiques avant la fin de l'année. Préparez-vous, parce que le choc, il va être terrible. Moi, je vous le dis clairement, le choc, il va être terrible. Il y a juste à écouter certains économistes qui parlent clairement, qui parlent proprement des vrais chiffres. Ben, franchement, et puis à lire les rapports de l'INSEE et tout ça, franchement, le choc, il va être terrible. Et le coup de grâce, bien évidemment, notre belle sécheresse. Ça, c'est le troisième facteur. Parce que quand les moissonneuses rentrent à vide à cause du manque d'eau prolongé jusqu'à l'automne, bah, ça veut dire pas de maïs pour nourrir le bétail qui nous reste, pas de fourrage, mais ça veut dire autre chose. Pas de pommes de terre, les oignons et les échalotes, au revoir. Les carottes et les légumes racines de plein champ, idem. Les légumes qui seront branchés, eux, sur perfusion dans les serres et tout ça, ils vont s'en sortir. Malheureusement, le prix, il va aller avec. Parce que vous avez bien compris que le prix de l'énergie, il ne va pas baisser, il ne va pas baisser demain. Et forcément, les prix sur ces produits-là, ils vont être catastrophiques. Et les légumes de plein champ, je viens de vous dire, hein, ceux qui remplissent les soutes, normalement, pour la fin de l'année, eh ben, les soutes seront vides. C'est une logique mathématique. 1 et 1, ça fait toujours 2. 1. Pardon. L'addition va être salée à partir d'octobre. Donc, les conséquences à moyen terme, ce qui nous attend cet automne. Franchement, si on tire quelques conclusions de tout ça pour notre quotidien, hein, c'est mathématique. Donc, pénurie ciblée, on va dire. Pas global, hein, attendez-vous pas à ce que les rayons soient vides comme en 40, hein, ça va pas être ça. Le piège, il est bien plus subtil que ça. Ce sont les produits de base pour moi, hein, les produits de base à haute valeur ajoutée qui vont être impactés en premier. Les viandes rouges, les huiles et tout ça qui vont se raréfier ou ils vont être quantifiés par la grande distribution, les centrales d'achat, c'est évident. Parce que un produit rare, c'est un produit qui est par nature cher. Et donc cher à l'achat pour le professionnel qui va le transformer, mais cher à la vente aussi. Donc il est évident qu'ils vont et augmenter les prix, et c'est toujours la même histoire, hein, c'est celui qui a l'argent qui peut payer. Hein. Donc à un certain moment, c'est comme ça que ça marche. Non, ce qui va se passer, moi je vois plutôt une genre de famine par le portefeuille. Hein. Pour moi, c'est le vrai risque. Pour moi, c'est le vrai risque. C'est l'inflation sur l'alimentaire. L'alimentaire de première nécessité. Bon, pour moi, je pense qu'on va taper les 30 à 40% d'augmentation de prix. Ça, c'est une évidence totale. Enfin, pour moi, c'est une grosse évidence. D'ailleurs, on le voit. Faites un tour dans votre magasin et achetez la même chose que vous avez acheté il y a 2 mois. Vous allez voir, déjà, les prix, ils ont augmenté très sérieusement. Ça, c'est une évidence. Et alors, les prix ne vont pas augmenter parce qu'il y a un manque de nourriture sur la Terre, c'est pas ça. C'est parce que tous les coûts combinés de production sous cette canicule et les transports internationaux est devenu impayable. Votre bouffe va probablement pas doubler. Ceux qui sont déjà à l'euro près vont basculer très facilement dans la précarité. Après, est-ce qu'on peut craindre des émeutes? Non, j'y crois pas. Soyons lucides, en France, le risque d'émeutes alimentaires, il est quand même relativement très faible. Par contre, est-ce qu'on peut craindre des effets sporadiques? Oui. Oui, je pense que oui. Le système de distribution, il tiendra. C'est pas ça le souci.
Par contre, le risque de, j'allais dire, micro-émeute localisée ou piège opportuniste dans des zones urbaines sensibles ou des entrepôts de chaîne du froid. Parce que c'est bête à dire, mais si la viande devient aussi rare que l'or, vous avez bien compris qu'il y en a qui vont essayer de faire des choses pour en avoir plus que les autres. C'est une évidence. C'est toujours la même chose. Et, et, et oui, effectivement, dans certains magasins, je pense dans les grandes villes, hein, dans les très grandes villes, dans certains magasins, ouais, des petits effets comme ça, de gens qui s'énervent, qui s'agacent, c'est évident que ça va arriver. Parce que bah, le problème, c'est toujours la même chose, hein, c'est que tant qu'il y a de la viande au frigo, il se passe rien. Par contre, le jour où la carte bleue elle bloque au supermarché, pour acheter du lait pour les gosses, la barrière sociale, c'est fini. Je l'ai trop vu pour savoir ce que ça donne. Moi, je pense que les tensions de sécurité globale vont se focaliser sur les points de distribution uniquement. Je pense pas que ça aille plus loin. Mais objectivement, c'est un point à regarder. Je pense que quand on va avoir une fois, entendre parler d'une fois sur un endroit, par exemple sur Paris ou sur Lyon ou X, une fois, deux fois, trois fois, ce sont des signes, il faut les regarder de près. Ce sont des signes pour moi. Donc si on fait une petite conclusion de tout ça, je ne veux pas faire une vidéo de 50 minutes. Face à ça, la constatation ne sert à rien. Il faut acter la décision. Il ne faut pas attendre le mois d'octobre pour voir si j'ai raison. C'est très bête. Il faut anticiper le pic d'inflationnisme maintenant. Tu dois sécuriser tes lignes d'approvisionnement direct. Alors, sécuriser les lignes d'approvisionnement direct, c'est compliqué, mais il faut le faire. Ça veut dire peut-être aller regarder si tu habites dans une grande ville, peut-être aller regarder à 30 km de chez toi, est-ce qu'il y a un agriculteur qui fait de la vente à la ferme? Est-ce que tu peux t'approvisionner en lait, en légumes, en viande, en choses comme ça? Il faut dispatcher au maximum ta possibilité d'avoir de la denrée. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu y penses, si j'y pense, bah, d'autres y pensent aussi. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc, premier arrivé, premier servi. Pense-y maintenant, fais-le. Tu as besoin de partir en vacances, pars en vacances. Par contre, quand tu reviens de vacances, et pendant tes vacances, établis ton plan d'action. Direct. Quand tu reviens de vacances, plan d'action. Mets-le en place. Parce que t'as pas le choix. Si tu attends, encore une fois, je l'ai dit, si tu attends que l'État vienne te sauver, t'es mort. T'as déjà signé ton arrêt de mort. C'est pas comme ça que ça va marcher. Tout ce qui va doubler de prix, stocke-le. Et vérifie ton autonomie énergétique locale face aux micro-coupures et la chaîne du froid. Là-dessus, je voudrais faire un point. Un point qui me semble important. Encore une fois, on peut croire que j'avais pas raison, mais j'avais raison. Parce que dans ma dernière vidéo, vous voyez à mon temps que j'ai reçu des fausses informations concernant les centrales nucléaires. Effectivement, à ce moment-là et à l'instant T où j'ai fait cette vidéo, j'avais un doute sur les informations que j'avais reçues, donc j'ai préféré dire que j'avais reçu de mauvaises informations. Or, 2 jours plus tard, j'ai vu sur une de mes sources 7 réacteurs nucléaires en ralentissement. Un ralentissement, ça veut dire 50%, ça ne veut pas dire 10%. Hein. Donc 7 réacteurs nucléaires en ralentissement et 3 réacteurs nucléaires arrêtés. Là aujourd'hui, j'ai pas fait le point, je vais le faire dans quelques minutes, certainement après cette vidéo, mais je pense qu'on est reparti vers d'autres arrêts. Alors regardez-y de près, vous aussi. D'abord, de toute façon, toutes les sources sont en lien dans la description. Toutes les sources que j'ai travaillé pour ça sont en lien dans la description. Et il est très fort probable que même cette vidéo, à l'heure actuelle, au moment où je la sors, elle sera quasiment plus à jour. Les événements vont tellement vite qu'elle sera, je pense, quasiment plus à jour. J'ai travaillé cette vidéo il y a 3 jours. Donc c'est évident que je ne serai pas à jour. D'accord? Mais il faut les regarder, il faut regarder tous ces points de près. Mais franchement, j'insiste. Voilà, c'était un peu lourd,
un peu difficile, mais il faut le faire. Allez, la petite astuce du jour. Est-ce que tu vas partir en vacances, tu vas emmener les enfants à la plage, ils vont être heureux, toi aussi, ça va être bien. Est-ce que tu connais la combine de la pièce de 2 centimes? Non, peut-être si. Allez, je te la donne. Alors, la pièce de 2 centimes, c'est pas difficile. Tu vas dans ton congélateur, tu prends un petit verre, un verre d'eau, hein, et tu mets à peu près ça d'eau dedans. Il faut mettre ça d'eau dedans. Tu laisses geler la flotte dans ton congélateur, et tu poses ta pièce de 2 centimes dessus. D'accord? Tu pars en vacances, tu vas à la plage, tu vas bronzer, tu vas nager, et tu reviens. Et quand tu reviens, même si madame crie et hurle que tu dois débarrasser la voiture, non. Ton premier objectif, c'est d'aller ouvrir le congélateur, d'aller regarder ta pièce de 2 centimes. Si elle est toujours sur la glace, tranquille, tu peux aller décharger ta voiture. Si elle est dans le fond du verre et que la glace a repris par-dessus, tout ton congélateur est mort. Ça veut dire qu'il a eu le temps de décongeler, par une coupure de courant par exemple, il a eu le temps de décongeler et il a eu le temps de recongeler. Et tu sais très bien que les aliments congelés et décongelés sont morts. Le temps de décongélation et de recongélation, les bactéries ont eu le temps de faire leur nid. Et si tu bouffes des denrées un peu douteuses, et j'ai pas de doute sur la fin et les conséquences. Voilà, une petite combine de la pièce de 2 centimes, ça coûte pas cher. Mais c'est intéressant. Voilà. Ensuite, tu vas trouver dans la description de la vidéo un document. J'ai préparé un document. Je vais essayer d'en faire un à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit pour comment ça s'appelle, des petites vidéos terrain ou des vidéos comme ça, un peu alerte. C'est pour essayer de synthétiser et de t'aider à poser un diagnostic sur les bonnes décisions à prendre chez toi, pour toi. Donc, ce petit outil, il est simple. Je les ai appelés dossier mission. Il faut que ça pète. Donc, je l'ai appelé dossier mission M01, pardon. Il est entièrement gratuit. Hein. Il n'y a pas de demande de mail, pas de pas de blabla marketing, pas de trucs comme ça qui ne m'intéresse pas. J'en ai trop marre, moi aussi, j'imagine comme toi, qu'on me dit « Ah, vas-y, les gratos, prends-le !» Et puis quand tu cliques dessus, tu arrives sur une fenêtre qui te donne une pop-up, inscris ton meilleur mail, je t'envoie ça tout de suite. Non, voilà. Les documents sont en lien en dessous. Tu cliques dessus, tu arrives sur le document, tu le télécharges dans ton PC, tu l'imprimes, tu regardes, tu t'inspires de ce qu'il y a dessus, tu rajoutes des choses, peut-être que j'ai oublié, et puis voilà, c'est tout. Le but, il est encore une fois de pas me donner des choses, je m'en fous de ce que tu peux me donner ou pas. Je l'ai toujours dit, ça va être ma petite conclusion punchy, hein. Je l'ai toujours dit, on ne prépare pas des certitudes. On ne prépare jamais des certitudes. On prépare uniquement des possibilités. C'est là qu'il y a la différence. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Il faut regarder les choses dans notre environnement et préparer les possibilités. C'est le plus important. Ciao.